Je pense notamment à la guerre des mouches à laquelle je faisais allusion tout à l'heure. Jacques Spitz, évidemment, parodie la guerre des mondes, et en même temps, il se moque... Enfin, les mouches sont là pour se moquer des prétentions militaristes, à l'époque, c'est en 1938, les prétentions militaristes en Europe. Parce que je peux vous dire que les Allemands ne font pas un pli face aux mouches, par exemple. Et donc, en revanche, dans la science-fiction à l'américaine, on a l'impression d'avoir une continuité importante. C'est-à-dire quand on lit une nouvelle d'un auteur américain, qu'on en lit une deuxième, ben, on pourrait être dans le même monde, ou quasiment. On a un peu l'impression d'une espèce de monde partagé. Alors évidemment, au fur et à mesure, les auteurs américains font chacun leur monde, de plus en plus, mais il y a cette impression qu'on est dans une grande structure partagée, dès le départ. Et cette structure partagée, c'est ce qui donne, au-delà, la question de la culture de science-fiction, que vous connaissez bien. On a des inventions lexicales, donc l'importance de néologisme, et puis l'idée qu'une nouvelle chose a forcément un nouveau nom, et que ces nouveaux noms ne sont pas forcément des mots valises. L'apologie d'une science capable de résoudre tous les problèmes, ça c'est en 1950, hein, on est bien d'accord, mais au départ, à ce moment-là, on a une science extrêmement positive, et ce qui est quand même plutôt sympathique avec les futurs héroïques, et c'est très très premier degré. Hein. On a assez peu de... Enfin, bien sûr, Frederick Brown par exemple, bon, il y a de l'humour, mais cet humour, alors c'est ça qui est la différence que je ferai entre l'humour de type Brown ou Sheckley et l'humour d'un Spitz, une satire comme ce que peut faire Spitz, c'est que l'humour de Brown ou Sheckley, il est dirigé vers la science-fiction. C'est une façon de faire de la science-fiction humoristique, on rigole, on s'amuse avec les images de la science-fiction. Alors que la satire d'un Spitz, c'est je pointe le monde réel et je me moque du monde réel à travers de ma propre histoire. Donc on n'est pas... Enfin, mon but c'est pas de distinguer à tout prix, hein. On peut trouver de l'humour, on peut trouver l'angoisse de l'avenir dans la science-fiction américaine, c'est possible. Mais je parle de grands traits qui apparaissent et qui font que les Français ont l'impression que vraiment quelque chose de nouveau est en train de se jouer en 1950. Alors, comme théoriquement il me reste 5 minutes pour parler au fait des 60 ans, voilà, je vais continuer jusqu'à ce qu'on me mette dehors, on va dire, mais bon, on va quand même avancer un petit peu. Alors, je peux aller relativement vite, simplement, voilà, il n'y a rien, c'est facile. Voilà, donc, dans les années 1950, donc là, j'ai tendance, parce que j'ai travaillé sur l'histoire de la science-fiction française, donc là, je justifie juste très très vite pourquoi je parle de science-fiction française après 1950 et pas avant. Pour moi, il y a un critère très simple qui est que je me base sur la question du nom, c'est-à-dire que le nom n'existe pas. Alors, c'est pas spécieux, bien sûr qu'il y a des traits communs, et j'ai parlé d'ailleurs de science-fiction d'avant 1950, il y a des traits communs, mais au sens large, bah oui, on peut parler de science-fiction, si par science-fiction on entend, dès qu'il y a une image de la science quelque part, ou une spéculation sur un autre lieu, bah oui, si on veut l'appeler comme ça, moi ça me va, je veux bien, mais c'est un sens très large. Moi je l'utilise dans un sens restreint, qui est ce que les Français avaient en tête quand ils ont écrit la science-fiction. C'est-à-dire c'est la science-fiction volontaire, avec cette idée que, pour moi, la science-fiction, c'est un genre dans lequel les auteurs, auquel les auteurs ont conscience de participer, ont conscience d'apporter quelque chose de nouveau. Et donc pour moi, cette conscience d'écriture, elle est importante. Bon, après, le nom lui-même a peu d'importance. Ce qui m'intéresse, c'est cette idée de conscience d'écriture. Et avec cette conscience d'écriture vient une chose qui est qu'à un moment donné, on a une certaine vision de ce que c'est que la science-fiction. Et cette vision de ce que c'est que la science-fiction, bon, j'appelle ça un paradigme dominant, bon, c'est une façon de considérer la science-fiction à une époque qui regroupe certains thèmes et qui change un peu la manière de voir ces thèmes-là. Donc, dans les années 1950, l'identification de la science-fiction, elle est très simple, c'est l'espace. Il faut aller dans l'espace. Alors, bien sûr, il y a des textes qui contrastent par rapport à ça, mais la majorité, l'important des textes, c'est il faut aller dans l'espace. Avec ce problème qui est que, au départ, aller dans l'espace... Alors, au départ, aller dans l'espace, bon, bah, ça peut se faire. Donc là, on a la continuation de l'anticipation d'avant-guerre, des conquérants de l'univers, c'est-à-dire des gens qui sont dans une fusée, qui vont explorer de planète en planète, et qui voient de très nombreuses choses sur ces planètes-là. Et quand ils reviennent, bah, finalement, le monde n'a pas tellement changé. Hein. Ils arrivent, voilà, personne n'est vraiment au courant de ce qu'ils ont fait, ou s'ils sont au courant, mais ça n'a pas changé grand-chose à ce stade. Mais il y a quand même cette ouverture, et là, on est dans quelque chose qui va vers justement la science-fiction. Progressivement, au fur et à mesure des romans de Richard Bessières, eh bien, on va de plus en plus vers l'idée que quelque chose a changé. Et donc, c'est parti au départ comme un roman d'anticipation à la Verne ou à la Wells, et
on arrive à quelque chose qui est déjà plus proche de la science-fiction, et au fur et à mesure, Richard Bessières fait tout à fait de la science-fiction. Et alors, ce que je disais, c'est qu'aller dans l'espace, c'est pas forcément facile. Au début, les auteurs français, ils envisagent le fait d'aller dans l'espace comme quelque chose qui leur est à moitié imposé, qui arrive par hasard. Des extraterrestres arrivent, l'homme de l'espace, vous connaissez la Jimmy Guieu, avec le thème de la soucoupe volante, l'idée c'est vraiment que les humains sont sur leur planète et puis des extraterrestres viennent les voir, ils leur expliquent que le monde est plus large que ce qu'ils connaissent et ils leur donnent éventuellement la possibilité de voyager selon les textes. Et dans ce Nulle part de Francis Kersac, on a un aventurier français, enfin un Français qui involontairement est embarqué dans une guerre interstellaire. Voilà. Et ce qui n'est pas très différent de ce qui s'écrit dans les premiers space opéras américains des années 30. Dans Hommes en série de Stéphane Hull, on a de la même manière le transfert qui est subi. Les pauvres Français, j'allais dire, mais les pauvres humains ont complètement dégénéré, ils ont une logique de type fourmi, et ils n'ont plus d'intelligence. Et il se trouve que des extraterrestres, les hommes, donc pas les hommes, comment ils s'appellent, leur nom m'échappe, et des géants. Les dragues, voilà, excusez-moi. Les dragues, donc des espèces de géants aquatiques, les ont recueillis, en ont fait des animaux de compagnie, et ces animaux de compagnie humains, les hommes, écrits comme ça, se mettent à recouvrer leur intelligence. Et c'est par une espèce d'enlèvement qu'après coup, les humains arrivent à une espèce de statut d'univers. Donc l'accès à l'espace, c'est pas forcément facile. Et alors, mais bon, ça change au fur et à mesure, et notamment Gérard Klein dans le Gambit des étoiles met en scène cette accession. C'est-à-dire que le principe du Gambit des étoiles, c'est au début, les humains, ils ont beaucoup de mal dans un espace qui est beaucoup trop grand et qui correspond à un temps et à un espace beaucoup trop large, et il donne les moyens, dans le roman, de dépasser les obstacles de l'infini. Alors, bon, je vais avancer relativement vite. Dans les années 60, j'associe les années 60 avec l'idée de société, alors société lointaine, société différente, société nouvelle. Alors, ça peut être comme dans La Machine du pouvoir, une technocratie à l'échelle générale du système solaire. Dans Le Signe du chien, Jean Hougron, on a la confrontation entre une sorte de confédération galactique extrêmement importante et une espèce de petite planète qui refuse le progrès technique pour un certain nombre de raisons et qui est en fait manipulée par des espèces de dictateurs cachés. Mais voilà, donc on explore cette société, on voit comment elle fonctionne et comment elle est mystifiée, et ainsi de suite. Dans Les Improbables de Kurt Steiner, c'est le voyage temporel qui est impliqué. C'est-à-dire qu'en voyageant dans le temps, on a accès non pas à du passé, là c'est pas des réécritures du passé, mais on a accès à des différentes sociétés futuristes possibles qui ont des coutumes diverses, notamment le cannibalisme, justifié par plusieurs raisons. Dans Les Hommes Machines contre Gandahar, on est clairement dans un espace différent, une planète qui vit dans un environnement plutôt, disons, de gestion avec des OGM divers, ils maîtrisent la nature autour d'eux, et ils sont confrontés à une invasion venue du futur de robots. Donc on a la confrontation de deux systèmes possibles, l'un fasciste et l'autre plutôt écologique. Et dans Les Seigneurs de la guerre, on a ici plusieurs, là on a la projection à l'échelle de l'univers quasiment, enfin moins de notre galaxie, on a une projection de ce que ce qu'une société pourrait être à l'échelle d'une galaxie, sachant que ça n'est que suggéré dans ce texte, puisque c'est l'horizon qui est peu à peu découvert par le personnage principal. Mais il passe entre-temps par plusieurs sociétés différentes. Donc il y a cette idée, vous voyez, on a le voyage dans le temps, on a le voyage dans l'espace, ça reste important, mais le centre, c'est la question de la société. Alors, si j'avance rapidement, les années 70, c'est assez connu en général, on a des mondes piégés, c'est difficile, les gens sont dans des situations difficiles, on est dans des dimensions qui changent de réalité, changent la réalité tout le temps, on a des individus au super pouvoir, au pouvoir de changer la réalité, du coup, qui changent énormément de choses, on est de la réalité virtuelle, on entre dans toutes ces thématiques qu'on connaît bien. On a cette idée que la société elle-même devient un piège, et qu'elle va dans le mur, elle va à l'apocalypse. Elle a une société piégée extraordinaire, c'est le Parabellum Tango de Pierre Pelot, où les individus, en fait, sans le savoir, ont chacun avec eux, avec leur petit, alors c'est une espèce d'iPad à fourrure, ça en fait, avec leur petit iPad à fourrure, ils sont surveillés en permanence par une créature qui est avec eux, qui ne les quitte jamais et qui en fait les espionne en permanence et qui est susceptible de les tuer en fait, s'ils peuvent les mettre à mort.
Bon, voilà, donc ça, ce sont deux choses. Alors, dans les années 80, on dépasse un peu ça, on va vers la lutte pour la survie, donc avec la Compagnie des Glaces, donc Georges Arnaud, je vous en ai parlé tout à l'heure. Bon, les différentes choses qu'on peut avoir. On va progressivement dans les années 80 de quelque chose qui est une situation assez apocalyptique et difficile vers une situation plus, disons, comment dire, avec l'idée qu'on peut survivre. C'est-à-dire qu'au départ, on a un peu l'impression que c'est mal parti, que tout le monde va, enfin que l'extermination est proche, on a plusieurs mondes post-apocalyptiques. Et au fur et à mesure qu'on avance dans les années 80, des textes plus positifs, plus optimistes arrivent. Enfin, optimiste, c'est beaucoup dire, parce que dans la mort, marcher dans les rues, tout le monde meurt, évidemment, ou presque. Mais bon. Et ce qui fait qu'on arrive dans les années 90 avec une forme de retour de l'avenir. L'avenir est possible, l'avenir est dans l'espace, l'avenir est dans tous les mondes que les humains peuvent peupler, et là on est dans quelque chose qui est beaucoup plus stabilisé. Et l'avenir aussi, alors c'est assez particulier, donc bon, les guerriers du silence, donc grande fresque, et ce qui est assez particulier, c'est que le cyberpunk à la française, me semble-t-il, a comment dire, presque plus positif, enfin c'est un peu paradoxal, mais vu le degré de négativité qu'il y a dans les années 80, et les mondes de piégés qu'il y a pu y avoir avant, les mondes cyberpunk à la française sont presque plus positifs parce qu'il y a beaucoup de choses nouvelles qui s'y font, beaucoup de choses qui se créent, et du coup,